En fait, il y a 3 fermes. C'est la dernière ferme. Ouais. On va arriver, il sera pas là. Mais si, il nous attend à 9h. On sait jamais. Oh merde. Bonjour. 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 C'est Mimi. Bonjour. Bonjour, c'est Lolo. Bonjour. Bonjour. D'accord. On vient. On rentre à l'intérieur. Ah, comme vous voulez. Vous voulez comment vous voulez faire? Vous voulez d'abord qu'on fasse un tour un peu? Ouais. Ouais. Allez. Les installations, les noyers? Parce que les noyers c'est un petit peu. Rencontre avec Christian Nagiraff, arboriculteur à Montmiral. Ouais, les deux, ouais. Ouais. Les deux. On commence par les stations de lavage, des sacs. Donc c'est un gazonné. Alors un gazonné, donc c'est pour l'appartement du sol, pour le ramassage en fait, comme on les ramasse au sol de noix. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ici. On s'en fout par tous les temps. Ensuite donc il y a l'irrigation. Donc ça c'est du micro-G. Voilà. Donc c'est un débit de 420 litres heure. Donc là je laisse tourner 12 heures voilà, à chaque fois. Est-ce que ça prend beaucoup d'eau Alors le noyer, contrairement aux idées reçues, oui ça en prend quand même. Moins que le maïs, mais ça en prend quand même. Cette année par exemple on n'a pas arrosé de bonne heure parce qu'on a eu des pluies, mais par contre j'ai arrosé jusqu'en septembre. Le truc c'est que ça a un cycle qui est très long, et donc jusqu'à mi-septembre il faut que voilà, il leur faut de l'eau quand même, malgré tout. Sinon que dire de plus donc l'entretien sur le rang, ça c'est un problème en noyer. En fait moi tous mes traitements pour les maladies parasites sont homologués en bio. En noyer on a une chance, c'est que les produits ne coûtent pas plus cher en bio qu'en conventionnel, avec une efficacité qui est correcte. Okay. Donc ce qui fait que ça pose pas de problème. Moi ce qui me pose problème actuellement c'est l'entretien sur le rang. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le gyro, gyro et turbine, donc sur le rang, donc c'est le long, on passe. Et pour ramasser, il faut que le sol soit propre. Et sans désherbage, eh ben, on n'arrive pas à tenir le sol propre. Parce qu'avec les broyeurs, pour broyer l'herbe, on n'arrive pas à tout enlever. C'est très difficile. En plus, avec les petits jets, ben, voilà, faut pas les accrocher. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas de solution alternative. Il y a des matériels maintenant qui se mettent un peu en place d'entretien sur le rang, mais qui ne sont pas satisfaisants en noyer, parce que nous, il nous faut quand même une largeur assez conséquente de travail où il faut que le noyer soit propre. Donc on y travaille dessus là, mais pour l'instant on n'a pas de solution qui me satisfasse sur une surface comme j'ai quoi. Moi c'est ce qui me bloque actuellement pour passer en bio. Les engrais, ben, j'utilise des engrais minéraux classiques parce que je n'ai pas la certification bio. Après, si le problème des herbages est réglé, je basculerai en bio parce qu'après ben, on a des solutions en bio en termes d'engrais hein, pour nourrir les noyers quoi. Et vous n'avez pas essayé du pâturage sous les arbres? Alors, le pâturage, il y en a qui en font un petit peu. Alors, qui ont fait pâturer? Bah, des moutons. Moutons. Alors, le mouton, oui, ça marche. La première chose, déjà, c'est qu'il faut que ce soit fait intelligent. Ça piétine oui. Énormément. Donc, il faut faire du pâturage tournant, mais contraint. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous allez mettre un filet devant, il faut en mettre un derrière aussi. Et avancer tous les 2-3 jours. Pas dire ben on va les lâcher sur ça et puis après on lâche sur la totalité parce qu'ils vont toujours piétiner au même endroit. Donc ça c'est un problème. Le deuxième problème c'est que nous on a une maladie qui s'appelle la bactériose. Et donc contre ça on n'a que le cuivre. Et le cuivre c'est abortif pour les moutons. Donc il y a toujours ce risque là aussi en plus. Voilà. Donc c'est les deux freins. Après moi j'ai un voisin qui le fait. Hein. Donc il a arrêté ses traitements au cuivre plus ou moins. Et puis l'autre contrainte, c'est qu'il faut arrêter 2 mois avant la récolte. C'est une solution qui, voilà, il y en a 2 ou 3 qui le font, mais il y a quand même des freins à ça, il faut le faire correctement, quoi. Après, se pose aussi la question de quand on fait des traitements, qu'est-ce qu'on fait des moutons? Parce que même si on traite en bio, il y a quand même des délais. On a 6 heures pour le Madex, par exemple, qui est un produit contre le Carpocaps. Donc, parce que bio, ça ne veut pas dire que c'est sans effet. Hein. L'arsenic, c'est bio. Hein. C'est mortel. Donc voilà, c'est un peu provocateur ce que je dis là, mais c'est pas parce que c'est bio que ça n'a aucun effet. Et du coup, malgré tout, on a quand même des contraintes par rapport à ça, quoi. On peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que moi, même quand je traite en bio, je me protège. Et voilà, j'ai une capine qui est pressurisée. Voilà, on met des équipements, on met des gants pour préparer les produits.
parce que c'est des produits qui ont une action sur les parasites, quoi. Donc sur nous aussi, hein, directement. Hein. Et vous traitez à quelle période Alors les traitements, on commence au débourrement, donc dès que les bourgeons commencent à sortir en fonction de la météo. Là pareil, je ne sais pas si, mais contrairement aux idées reçues, on ne traite pas parce qu'on nous dit de traiter, parce que bah, tiens, ouais, aujourd'hui on voit que les bourgeons... Non, c'est fonction météo, du risque. On traite d'abord à la bouillie bordelaise ou enfin, au cuivre pour la bactériose au printemps. Donc dès que les bourgeons sortent, mais après c'est du risque acceptable, c'est-à-dire que si on a une météo qui est à peu près clémente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'humidité, que les conditions ne sont pas trop favorables, il y a des fois moi je fais l'impasse parce que je me dis le bénéfice par rapport à ce que j'amène en cuivre, ça vaut pas le coup, du coup bah, je prends le risque. Voilà. Après sur les parasites, donc on a deux principaux, c'est le carpocaps et la mouche du brou. Le carpocaps, donc maintenant on le connaît très très bien, hein. C'est le même que celui de la pomme, sauf que nous on a moins de cycles, on a 2 cycles. Et en fait on le gère soit par piégeage, soit par bulletin. Avant je faisais des piégeages, donc c'était piège à phéromones, ça attire les carpos, et en fonction des prises on déclenche un traitement. Voilà, pour être vraiment calé. Et après on a tout un réseau de piégeage, et on a des bulletins d'avertissement qui nous disent, voilà, on est à temps d'éclosion, tant de... Donc il y a un modèle assez précis. Donc moi j'avais fait la corrélation avec le bulletin, et du coup maintenant j'arrête de piéger parce que j'ai trouvé ma corrélation et c'est plus la peine que je le fasse. Donc on traite vraiment quand voilà, les larves sont... Quand on est au stade larvaire, si on veut traiter par exemple au Madex, voilà, on optimise, et pareil on essaye d'ajuster les traitements pour en faire le moins possible. Mais voilà, les traitements ils ne sont pas faits au hasard. En fait, on a déjà, qu'on soit en bio ou pas, dès l'instant où on utilise des produits phytopharmaceutiques, on a l'obligation d'avoir le certificat. Donc c'est une formation de 2 jours pour nous sensibiliser à tous les risques, les modalités d'application et tout ce qui concerne l'utilisation des produits phyto. Donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Sinon on ne peut pas acheter de produits. Ensuite, en formation complémentaire, la MSA, c'est plus sur la prévention des accidents, en fait, par rapport à l'utilisation des produits phyto, tout ce qui est équipement de protection, la façon d'utiliser les produits, c'est-à-dire la mise en œuvre, quand on remplit une cuve, tout ça. Ça, c'est plus marginal, en fait. Après, ce qu'il faut aussi savoir, bon, c'est pas forcément mon cas, la plupart des agriculteurs maintenant, ils ont le même niveau d'études que les gens qui vendent des produits phyto. Ouais. Ou que même les gens qui nous forment à l'utilisation. Ce qui était, il y a 50 ans, peut-être pas forcément le cas, où le prescripteur, donc le technicien de la coopérative ou du négoce nous disait, bah tiens, tu mets tant d'engrais, tant de produits phyto, les gens ne se posaient pas la question. Maintenant, on a notre propre réflexion par rapport à tout ça. Et on a un argumentaire à mettre en face, et ils le savent d'ailleurs. On n'est plus pendu à des préconisations qu'on suit aveuglément. Et là, donc, là, les cerneaux, et voilà. Voilà comment ça sort. Donc sur la table de triage et après passer. Et là c'est pour faire l'huile. Voilà. Alors le ratio c'est 5. Malheureusement, on est peu nombreux en agriculteur à avoir conscience des risques qu'on prend quand on traite. Pour sa propre protection. Après par rapport aux consommateurs, chaque année moi je fais partie de Global Gap, c'est une certification. Ouais. C'est commercial. Sauf que chaque année, enfin c'est super strict, hein. Le truc c'est qu'on a une analyse de résidus sur les produits chaque année. Et en noix on retrouve 0. On a une chance énorme, enfin c'est vraiment une chance en noix. On a un fruit qui est hyper protégé. On mange que l'amande, que le cerneau. Donc ce qui veut dire qu'on a le brou qui protège pendant toute la culture, c'est-à-dire l'enveloppe verte. Ensuite, on a la coquille qui est étanche quand même, hein, qui protège encore le fruit, et l'amande se trouve encore à l'intérieur. Et c'est un fruit sec. Donc on a vraiment, par rapport à l'abricot, de la cerise ou du... C'est vraiment une chance pour nous, parce que du coup on a un fruit qui est hyper protégé, et même par rapport aux produits phyto, parce qu'on a quand même des traitements qui sont très allégés, hein, c'est quand même pas, quand vous comparez avec l'itinéraire technique d'un pommier, mais on est quand même relativement protégé par rapport à ça, quoi. Et malgré tout, on essaye de limiter au maximum. Moi, ce qui me gêne un peu des fois, c'est que j'ai beaucoup de mes collègues qui ne sont pas assez sensibilisés aux risques qu'ils prennent pour eux-mêmes. Qui se protègent pas forcément. Moi, je connais des gens là dans le coin, ils ont 10-15 hectares de noyers,
ils n'ont pas de casque de traitement. Et le voisinage, il répond comment quand vous traitez? Alors, est-ce qu'ils vont être contre? Alors ça, c'est... Alors il y a deux problèmes. C'est le type de voisinage, c'est-à-dire que dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est vraiment à la campagne? Est-ce qu'on est en périphérie de ville ou sur des villages un peu dortoirs? Et la densité et puis l'approche qu'on a par rapport à ces gens. Moi, ça se passe super bien. Je vais vers eux. Déjà, les noyers qui bordent leur... je ne traite pas. Je laisse. Et après, quand je les vois, je m'arrête. Je descends et je leur explique. Après, il y a des coins où ça se passe moins bien, oui. Enfin, quand ils traitent et tout. Oui, parce que le voisinage n'est pas le même, l'approche n'est pas forcément la même parce que l'un ne va pas vers l'autre. Et puis après, il y a la façon de faire aussi. Tout est histoire de contexte et puis de comportement. Voilà le principe, et le cerveau. Voilà. Merci. On n'irrigue pas par plaisir, ça nous coûte. Moi j'ai un forage à 200 mètres de profondeur, c'est une nécessité. J'ai 20 hectares là-bas, donc ce qui est en métayage n'est pas irrigué. Cette année, il y a une différence en termes de rendement déjà. Et puis qualité, on a eu une sécheresse en septembre, j'ai pas pu irriguer, du coup j'ai des cernaux qui sont flétris, j'ai plus de noix qui sont noirs. Enfin, faut aussi rappeler qu'on a une activité économique. Après, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, ça j'en suis conscient. Mais voilà, il ne faut pas tout le temps nous dire ouais, vous faites pas d'efforts, vous faites n'importe quoi. Nous, le problème, c'est que ça se voit. Quand c'est dans une usine, c'est fermé. Donc les gens ne voient pas ce qui s'y passe. Nous, oui, l'enrouleur, c'est à l'air libre, tout le monde y voit. On sort l'atomiseur, oui, c'est au vu de tout le monde. Et pensez-vous prendre assez de précautions pour protéger l'environnement parce que vous traitez, et vu que vous, après vous allez arroser, il y a toujours une partie du produit qui va se retrouver dans l'eau? Ouais. Ça, oui. Après, si vous avez une solution, je suis preneur. Et là, quand vous roulez, vous dégagez de... Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pour... Et voilà. Donc c'est pareil. Sauf que la question ne se pose pas. Non, alors plus sérieusement, je vais finir sur l'irrigation. Je prends aussi cet exemple, on dirait l'irrigation c'est mal, tout ça. Donc l'irrigation, c'est aussi un outil qui permet d'optimiser l'azote et d'éviter de ramener de l'azote dans les nappes. Et il y a des choses aussi qu'il faut rappeler. Et ça, voilà, c'est un exemple. Après, sur les produits phyto, la quantité qui est ramenée pour en retrouver dans la nappe, on arrive à en retrouver un peu. On retrouve surtout des herbicides, voilà, et surtout en grande culture. En produits qu'on utilise en noyer, on en trouve très peu en principe. Sachant que maintenant, il faudrait quand même que vous regardiez aussi les valeurs. C'est-à-dire que maintenant, on est au-delà du nanogramme. 1 gramme, c'est pas lourd déjà. Alors le nanogramme qu'on retrouve dans l'eau. Après, il y a autre chose, moi, qui m'interroge. Je fais toujours le parallèle aussi. On a une lagune à Montmiral. Sortie lagune directement dans le milieu, donc dans le ruisseau. Je voudrais bien faire une analyse et qu'on essaye de retrouver des éléments et les quantifier. Et là, on aurait des surprises. Le glyphosate, on le met toujours en accusation. Le glyphosate, la molécule de dégradation du glyphosate, c'est l'AMPA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMPA, c'est aussi la molécule de dégradation des lessives ménagères. Donc on est incapable de dire si l'AMPA qu'on trouve dans les cours d'eau, dans les nappes, provient de la dégradation du glyphosate ou des lessives ménagères. Et après, les analyses sont pas... Enfin, ils évitent d'en faire en sortie lagunage, où ils ne communiquent pas dessus, parce que moi, j'en ai jamais vu. Mais je voudrais bien savoir ce qu'il y a. Sauf que quand on est attaqué sur un truc, nous, il faut qu'on se défende, et notre moyen de défense, c'est de dire, mais oui, mettez le projecteur sur nous, mais regardez aussi vos pratiques. Parce que le consommateur, c'est pas consommateur que des produits, c'est consommateur aussi de son mode de vie. Les lingettes qu'on retrouve, qui ne se dégradent pas, enfin tout ça, c'est un ensemble. Moi là, il y a la boucle de randonnée. Si vous saviez le nombre de saloperies qu'on trouve le long du chemin que les gens jettent en se promenant, c'est ça aussi. Donc voilà, moi je veux bien qu'on nous accuse, mais on fait aussi des choses, on n'est pas irréprochable, mais j'en ai un peu marre que tout le temps on nous monte du doigt.
On est tous sur la même planète. Hein. C'est dans nos comportements au quotidien. Nous aussi, on est consommateurs. Hein. Moi aussi, j'achète à manger. Moi aussi, je veux manger des produits sains. Hein. Ça aussi, il faut le rappeler. Hein. C'est pas parce qu'on est agriculteur, qu'on a des mauvaises pratiques, qu'on n'en a rien à foutre, que c'est pour faire du fric. Hein. Portrait d'arboriculteur, une série d'entretiens réalisés par les élèves du BTS du lycée agricole du Valentin. Avec le soutien financier de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Réalisation, Céline, Élodie, Corentin. En fait, j'en utilise très peu et si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. C'est à contre-cœur. Je vais aller traiter mes noyers.